Il y a ce phénomène fascinant qu'on a tous vécu. On est assis à son bureau, on sait exactement ce qu'on doit faire. Ouais, la fameuse to-do list qui nous fixe. C'est ça. Le dossier est ouvert, le curseur clignote de manière presque moqueuse sur une page blanche, et soudain, Soudain, nettoyer le tiroir à chaussettes devient la priorité absolue de la journée. mais exactement, ou trier des courriels qui datent de 3 ans, ou pire, vérifier la météo du week-end prochain pour un pays où on n'ira jamais. C'est presque physique, cette envie de fuir l'effort. Complètement. C'est viscéral. Et en général, on se dit qu'on a un problème de gestion du temps, qu'on manque cruellement de discipline ou qu'il faudrait télécharger une énième application de productivité. Alors que ce n'est pas du tout la solution. Non. Selon l'ouvrage captivant qu'on épluche aujourd'hui, c'est même totalement faux. Les agendas surchargés et les méthodes d'organisation ne sauveront personne, car la procrastination n'est absolument pas un défaut de gestion du temps, c'est un problème profond, parfois vraiment douloureux, de régulation émotionnelle. Ok, décortiquons tout ça. C'est vraiment le point de départ indispensable pour comprendre ce phénomène. Tant qu'on aborde la remise à plus tard comme un simple problème de calendrier, on passe complètement à côté de la mécanique cérébrale. Mhm. L'ouvrage qu'on analyse renverse cette perspective avec une clarté redoutable. Il démontre que lorsqu'on repousse une tâche, on n'est pas du tout en train de mal évaluer le temps nécessaire pour la faire. On fait quoi alors? On fuit une émotion négative. C'est une pure réaction de protection. Notre cerveau reptilien perçoit l'ennui, la frustration, la confusion ou même la peur de l'échec liée à cette tâche comme une véritable menace. Une menace physique, presque. Exactement. Et face à une menace, la réponse archaïque et naturelle de notre biologie, c'est la fuite. Ce qui pose la question centrale de notre discussion, pourquoi ce mécanisme de survie fait-il de nous notre pire ennemi dans le monde moderne, alors même que le temps est notre ressource la plus précieuse? Et c'est là tout le paradoxe. Ouais, mais avant de plonger dans cette biologie, il faut quand même faire une distinction vitale. Parce que repousser des choses, on le fait tous les jours. C'est la définition même de la vie que de ne pas pouvoir tout faire en même temps, non? Ah oui, bien sûr. Tout délai n'est pas de la procrastination. Voilà. Le livre raconte d'ailleurs l'histoire de Maria, une mère de famille qui jongle avec 1000 responsabilités. Elle avait prévu de consacrer sa soirée à ranger ses dossiers administratifs, mais ses enfants tombent malades de façon inattendue. C'est le genre d'imprévu classique. Totalement. Évidemment, elle reporte ses dossiers pour s'occuper d'eux. Et à la fin de la journée, elle s'en veut terriblement, elle se traite de procrastinatrice. Mais bon, là, ses enfants ont de la fièvre, c'est évident qu'elle devait repousser le reste. Ce qui est fascinant ici, c'est justement cette notion de tromperie interne. Dans le cas de Maria, ce délai est sage, il est nécessaire. C'est juste du bon sens. C'est de la priorisation pure. Les paramètres de la réalité ont changé, elle a ajusté son comportement. La vraie procrastination, celle qui détruit nos ambitions à petit feu, c'est un délai qui est volontaire et totalement inutile. Inutile, et surtout, on sait que ça va nous porter préjudice. C'est ça. On le fait malgré la certitude absolue que cela causera du tort. Le cerveau sait pertinemment qu'il n'y a pas d'urgence vitale à trier ses chaussettes. Ouais, c'est un peu comme choisir de rester assis dans un bateau qui coule, simplement parce que l'eau à l'extérieur a l'air un peu trop froide pour nager. C'est un choix complètement irrationnel. Belle image. La différence neurologique réside dans le but inavoué de l'action. Est-on en train de résoudre un nouveau problème urgent, comme les enfants malades, ou est-on simplement en train de faire de la réparation d'humeur à court terme? De la réparation d'humeur. Oui, face à l'anxiété déclenchée par, disons, une déclaration d'impôt, repousser l'échéance fait retomber la tension instantanément. Le cerveau reçoit une dose immédiate de soulagement. La psychologie clinique appelle ça « céder pour se sentir bien ». C'est un mécanisme redoutable. Au fond, c'est comme contracter un prêt à un taux d'intérêt exorbitant pour s'acheter un truc de luxe aujourd'hui. L'analogie financière marche très bien. Le plaisir de l'achat immédiat, la tension disparaît. Mais on sait très bien que la dette va s'accumuler, que les intérêts vont exploser et nous ruiner le mois prochain. On hypothèque notre futur pour le confort émotionnel du présent, quoi. C'est une métaphore d'une grande précision. Le coût psychologique à long terme de ce prêt émotionnel est désastreux. Mais pour que l'être humain puisse vivre avec ses décisions irrationnelles tous les jours sans devenir fou, le cerveau doit mettre en place un système de justification très élaboré. Un tissu de mensonges, en fait. Absolument. Il doit nous convaincre que ce choix toxique est logique. Et ça m'amène à une contradiction majeure. Si mon cerveau fabrique activement des mensonges pour justifier cette fuite vers le confort, jusqu'où va-t-il? Parce que je suis sûre que plein de gens qui nous écoutent se disent « Ouais, mais moi, c'est différent. J'ai vraiment besoin de la pression de la dernière minute pour être créatif. Je travaille mieux quand le dos est au mur. »
Ah, la fameuse excuse de l'adrénaline. Voilà. Est-ce que cette idée très romantique du procrastinateur qui pond un chef-d'œuvre à 3 heures du matin, c'est un mythe complet? C'est l'une des illusions les plus brillantes et les plus tenaces que notre esprit ait jamais construite pour se protéger. Le livre qu'on étudie déconstruit ça méthodiquement. Le concept du procrastinateur amateur de sensations fortes est un mythe total pour l'immense majorité de la population. Un mythe total. Vraiment. Oui. Les études cliniques mesurant la qualité du travail, le nombre de révisions et le niveau d'erreur sont formelles. La pression du temps n'améliore pas du tout la créativité, bien au contraire. Ça l'atrophie, j'imagine. Complètement. Sous l'effet du cortisol et du stress de la dernière minute, le cerveau panique. Il se contente des solutions les plus basiques, les plus rapides. Il produit un travail de qualité inférieure, rempli d'erreurs d'inattention, tout en infligeant un stress toxique au corps. Mais alors, si la science prouve que le travail est moins bon et que l'expérience est douloureuse, pourquoi on est des millions à jurer que cette pression est indispensable? C'est là qu'intervient la dissonance cognitive. Ah, le fameux conflit interne. Exactement. C'est cette douleur psychologique, ce tiraillement désagréable qu'on ressent quand nos actions entrent en contradiction directe avec nos intentions. On veut réussir ce projet, on sait que c'est important, mais on est en train de regarder des vidéos de chats. Le décalage total. Et le cerveau déteste viscéralement cette contradiction. C'est une alarme interne insupportable. Pour l'éteindre sans avoir à fournir l'effort terrifiant de se mettre au travail, il réécrit la réalité. Il se ment à lui-même. Il invente l'excuse parfaite. De toute façon, je travaille mieux sous pression, donc ce que je fais là, c'est pas de la paresse, c'est une stratégie d'attente optimale. C'est fascinant d'ingéniosité. Est-ce qu'on a un équivalent dans la vie quotidienne, en dehors du travail, pour bien comprendre cette gymnastique mentale? Et l'exemple le plus classique abordé par les chercheurs, c'est le tabagisme. Un fumeur sait pertinemment que le tabac est nocif. Son intention de rester en bonne santé percute de plein fouet l'action d'allumer une cigarette. Exactement. La dissonance cognitive est à son paroxysme. Pour ne pas vivre dans une angoisse permanente, le cerveau invente des rationalisations genre «Mon grand-père a fumé toute sa vie et a vécu jusqu'à 90 ans» ou «La pollution en ville est pire de toute façon». Ah ouais, l'excuse toute faite pour se rassurer. Ce processus de rationalisation est neurologiquement identique chez le procrastinateur. Le mythe de la pression qui rend créatif agit exactement comme l'excuse du grand-père fumeur. Ça adoucit la réalité de l'échec momentané pour éviter la culpabilité. C'est stupéfiant. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'il y a un autre mensonge classique, le chef-d'œuvre de la tromperie interne. Le fameux demain. Oui, je le ferai demain, j'aurai beaucoup plus envie de le faire demain. On a sincèrement l'impression, à la seconde où on se dit ça, qu'une version 2.0 de nous-mêmes va se réveiller le lendemain matin. Une version dopée à la motivation, immunisée contre l'ennui. C'est ça, prête à dévorer les tâches administratives au petit déjeuner. Le magnifique mirage du moi futur. L'ouvrage explique ce phénomène d'aveuglement par deux biais très puissants. Le présentisme et le focalisme. C'est quoi la différence entre les deux? Le présentisme, c'est notre tendance naturelle à utiliser notre état émotionnel actuel comme point d'ancrage pour prédire notre état futur. Pour qu'on saisisse bien l'absurdité du truc, on a un exemple hors du contexte du travail. Le meilleur exemple, c'est de faire ses courses au supermarché quand on a faim. Oh, la pire erreur possible. Si on y va avec l'estomac vide, on va systématiquement acheter trop de nourriture et surtout des produits riches et réconfortants. Notre état actuel de faim dicte aveuglément nos décisions pour la semaine à venir. On est incapable de se projeter dans l'état de satisfaction qu'on ressentira mardi prochain. C'est tellement vrai. La procrastination fonctionne sur ce même circuit. Au moment précis où l'on repousse un dossier complexe, on ressent un immense soulagement. L'humeur remonte en flèche. Le fameux soulagement immédiat dont on parlait. Et là, le présentisme nous murmure « Puisque tu te sens si léger et positif maintenant, cette tâche te paraîtra sûrement très facile demain. » D'accord, donc l'illusion vient du fait qu'on se sent bien sur le moment. Et le deuxième biais, le focalisme, c'est quoi? Le focalisme aggrave le problème. C'est notre incapacité clinique à anticiper comment d'autres événements extérieurs influenceront nos émotions. C'est-à-dire? On se focalise uniquement sur la tâche isolée en oubliant complètement que demain on sera peut-être fatigué, on aura reçu d'autres urgences ou on aura mal dormi. On ignore la réalité brutale. Demain, face à cette même tâche, la frustration et l'aversion seront mathématiquement identiques à aujourd'hui. L'auteur illustre ça avec une anecdote qui m'a fait beaucoup rire, mais qui est assez cruelle. C'est l'histoire de la pancarte du boucher. Ah oui, excellente anecdote. Il raconte qu'une boucherie affichait un grand panneau en vitrine « Aujourd'hui on paie, demain c'est gratuit ».
Des clients repéraient l'aubaine et revenaient le lendemain matin tout contents pour réclamer leur viande gratuite. Et le boucher les attendait de pied ferme. Voilà, ils pointaient la pancarte et disaient « Lisez bien, aujourd'hui on paye, demain c'est gratuit. Or, nous sommes aujourd'hui, vous devez payer. » C'est la métaphore parfaite de notre cerveau. Ce fameux « demain idéal » n'existe pas. On est toujours piégé dans un éternel « aujourd'hui ». C'est une excellente illustration. Le demain idéal est un horizon qui recule à mesure qu'on s'en approche. Mais ça soulève une question sur nos différences individuelles. Justement, c'est la réflexion qui s'impose. Si notre cerveau fabrique tous ces mensonges de manière universelle, pourquoi certaines personnes y succombent systématiquement et ruinent leur carrière alors que d'autres parviennent à passer à l'action? Est-ce qu'on est procrastinateur? En gros. Oui, est-ce que c'est une question de génétique ou de personnalité? La biologie n'est pas une fatalité, mais la personnalité joue effectivement un rôle massif. L'auteur s'appuie beaucoup sur le modèle des Big Five en psychologie, les 5 grands traits de personnalité. Et quels traits sont liés à la procrastination? Il y en a 2 principalement. D'abord, sans surprise, un faible niveau de conscience professionnelle, ce qui se traduit par des difficultés naturelles à planifier et à maintenir un effort. Mais le deuxième trait est beaucoup plus révélateur des souffrances cachées. Lequel? C'est le névrosisme, ou l'instabilité émotionnelle. Comment ça fonctionne mécaniquement? Pourquoi une personne plus instable émotionnellement aurait-elle plus tendance à fuir devant, disons, une simple feuille de calcul? Il faut se rappeler que c'est un problème de régulation des émotions. Une personne avec un fort trait de névrosisme est hyper réactive aux émotions négatives. Face à une tâche difficile ou qui implique un jugement, son amygdale, le centre de la peur dans le cerveau, s'active violemment. L'anxiété devient physiquement accablante. C'est ça. Le besoin compulsif de fuir cette douleur en ouvrant les réseaux sociaux est exponentiellement plus intense. Ajoutez à ça un peu d'impulsivité et on obtient la recette d'une tempête parfaite. Et au milieu de cette tempête, il y a un autre élément perturbateur majeur qui est décortiqué dans le livre, le perfectionnisme. Mais pas le perfectionnisme positif, genre ranger ses stylos par couleur. On parle du perfectionnisme socialement prescrit. Ah, ce fardeau invisible. Cette croyance épuisante que le monde exige de nous une prestation sans faille. On a souvent tendance à valoriser ça, on s'en vante même en entretien d'embauche. C'est une valorisation sociétale très dangereuse. Ça masque la réalité clinique paralysante du phénomène. En psychologie, ce perfectionnisme, c'est une anxiété d'anticipation constante face au rejet de la tribu. C'est lié à notre instinct de survie sociale. Exactement. Historiquement, être jugé incompétent par sa tribu signifiait l'exclusion et donc la mort. Quand une tâche demande d'exposer nos capacités, le perfectionniste ne voit pas une opportunité, il voit un tribunal impitoyable. L'armure du perfectionnisme devient une prison, en fait. On l'enfile en pensant qu'elle nous protégeait de la critique, mais elle est tellement lourde qu'elle nous paralyse. Puisque le travail parfait n'existe pas. Le risque d'échec est de 100%. Donc, dans une logique de survie, le cerveau ordonne la paralysie totale. Ne rien faire devient plus sûr que de faire quelque chose d'imparfait. C'est dingue quand on y pense. Et lutter quotidiennement contre cette paralysie ou ces impulsions de fuite, ça a un coût physiologique bien réel. Le livre met en lumière des recherches fascinantes sur la fatigue décisionnelle ou l'épuisement de l'ego. L'idée centrale, c'est que la volonté n'est pas inépuisable. C'est une ressource cognitive finie qui fonctionne presque exactement comme la batterie d'un téléphone. C'est-à-dire qu'à force de dire non aux tentations, on se vide, hein? Oui. Chaque fois qu'on réprime une impulsion, chaque fois qu'on s'oblige à rester concentré, on consomme du glucose dans notre cortex préfrontal. On draine inexorablement le réservoir. Lisse là une perspective plus large. Le phénomène du cyberglandage, l'errance numérique, c'est pas juste un manque de discipline morale. C'est un piège environnemental conçu sur mesure pour exploiter cet épuisement. Face à des armées d'ingénieurs de la Silicon Valley, on ne fait pas le poids. Quand la volonté est entamée par la journée et qu'une distraction n'est qu'à un clic, la résistance frontale devient impossible. L'illusion fatale, c'est de se dire « ça ne prendra qu'une minute, c'est juste une petite pause ». Et 1 heure plus tard, on y est encore. Ce seul clic enclenche une boucle de dopamine. Penser que l'on possède une volonté de faire capable de résister durablement à ça, c'est de l'arrogance psychologique. D'accord, le diagnostic est posé et il est rude. Le cerveau fuit l'inconfort. Il fabrique des mensonges, notre volonté s'épuise et le monde numérique est un champ de mine. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Comment on sort de ce labyrinthe? C'est là que l'ouvrage offre une énorme valeur pratique. La première victoire, c'est déjà cette prise de conscience. Cesser de se traiter de paresseux.
Arrêter de culpabiliser dans le vide. Voilà. Et ensuite, les chercheurs proposent des outils cognitifs très solides. L'un des plus redoutables, ce sont les intentions de mise en œuvre. Le nom fait très technique. C'est quoi exactement? C'est une stratégie d'ingénierie comportementale brillante. Il s'agit de formuler des prédécisions sous le format si, alors. D'accord. Le problème avec la volonté, on l'a vu, c'est qu'elle exige de l'énergie pour prendre la bonne décision dans le feu de l'action. Les intentions de mise en œuvre contournent ce problème. En décidant à l'avance. Exactement. Si la situation X se présente, alors je ferai Y. On transfère la responsabilité vers les zones automatiques du cerveau. Concrètement, ça donne quoi pour quelqu'un qui panique devant son écran? Prenons un tableur complexe. La confusion s'installe, l'impulsion de fuir apparaît. Si l'on n'a rien prévu, le cerveau fatigué choisit la fuite. Mais si l'on a programmé mentalement, si je ressens l'envie soudaine d'ouvrir un site d'info, alors je m'obligerai à garder les mains sur le clavier et à respirer profondément pendant 2 minutes. Ah, le déclencheur devient le signal de rester. C'est ça. On n'a plus besoin de puiser dans notre volonté pour entamer un débat intérieur épuisant. La décision a été prise à froid. C'est comme installer un antivirus mental. J'adore l'idée. Et le livre insiste aussi sur un autre renversement majeur. L'attitude suit le comportement et non l'inverse. Oui, on a tous grandi avec cette idée qu'il faut se sentir motivé avant de commencer. Attendre l'inspiration divine. C'est un mythe total. Attendre l'inspiration pour une tâche fastidieuse, c'est comme attendre que la pluie s'arrête en fixant les nuages. L'action précède la motivation. La stratégie ultime, c'est simplement de commencer. Mais comment on commence sans déclencher les alarmes de peur du cerveau? Le secret, c'est de penser de manière extrêmement concrète et non abstraite. Qu'est-ce qui change dans notre perception entre abstrait et concret? Quand on pense abstrait, genre faire le bilan comptable, l'amygdale perçoit une montagne incertaine et terrifiante. L'incertitude équivaut au danger pour le cerveau. Donc stress et paralysie. En revanche, si on déconstruit en micro-actions tangibles, je dois m'asseoir, ouvrir le dossier bleu et lire le premier paragraphe. On élimine l'incertitude. Il n'y a rien de terrifiant à ouvrir un dossier bleu. Le niveau de menace s'effondre. Et le simple fait d'exécuter cette micro-action produit un léger pic de dopamine. La machine est lancée, l'inertie est brisée. On passe du conceptuel terrifiant au physique inoffensif. Et bien sûr, pour aider cette micro-action, il faut faire de l'ingénierie d'environnement. Supprimer la tentation avant de commencer. Couper le Wi-Fi, mettre le téléphone dans une autre pièce. Si la distraction n'est pas là, on n'a pas besoin de glucose pour y résister. Absolument. C'est la gestion la plus intelligente de nos ressources cognitives. Pour résumer l'esprit global, il faut accepter qu'il n'y a pas de remède miracle. Les circuits de la procrastination sont des autoroutes neuronales. Reconstruire d'autres chemins demande un effort conscient, des stratégies tactiques et beaucoup de patience. Surtout qu'on va forcément rechuter un jour de grande fatigue. Et cela soulève une question essentielle. La réaction face à cette rechute est cruciale. Il est impératif d'apprendre à se pardonner ses propres échecs. C'est contre-intuitif pour beaucoup de perfectionnistes, ça. Ce n'est pas de l'indulgence morale, c'est de la logique psychologique pure. Si on se fustige après avoir procrastiné, on génère une immense vague de culpabilité. Et la culpabilité, c'est une émotion négative. Exactement. Et comment le cerveau gère les émotions négatives? En fuyant vers un soulagement à court terme, en procrastinant encore plus, la culpabilité est le carburant de la procrastination. Waouh! Le pardon de soi agit donc comme un coupe-circuit. Ça neutralise l'émotion négative et permet de recommencer le lendemain avec une page blanche. C'est incroyablement libérateur. S'observer avec curiosité plutôt qu'avec mépris, déjouer les tromperies de son cerveau et s'autoriser à faire le tout premier pas. Ce livre offre bien plus que des astuces de productivité. C'est une refonte bienveillante de notre relation à l'action. Je recommande vivement à tous ceux qui nous écoutent de plonger dans cet ouvrage pour vraiment s'imprégner de ces concepts. C'est clair. Et pour clore cette analyse, je voudrais soumettre une réflexion finale, un peu vertigineuse. Depuis des millénaires, la philosophie nous murmure que le sens profond de l'existence réside dans la poursuite de nos objectifs les plus chers, nos projets, nos relations. C'est ce qui donne du sens à notre passage ici. Exactement. Par conséquent, si l'on suit cette logique, chaque fois que l'on cède au mirage de la procrastination, on ne repousse pas juste un dossier poussiéreux, on met littéralement sa propre vie en salle d'attente. On suspend la réalisation de soi pour un soulagement de pacotille. Que restera-t-il réellement de l'histoire de notre vie si l'on passe son temps à attendre l'arrivée d'un demain idéal, un demain qui n'existe nulle part ailleurs que dans nos illusions? C'est de quoi méditer.